Donc effectivement, je suis réanimateur à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Et puis dans le cadre d'une collaboration là, actuelle avec le centre de référence de la grippe, on a réuni quelques données que je vais vous présenter à la fin du topo et qui donc sont à l'origine de mon intérêt pour cette thématique. Donc on m'a demandé de présenter des observations de patients, donc je vais vous en présenter deux qui, je pense, illustrent assez bien les difficultés de prise en charge des patients les plus sévères, qui ont les formes les plus sévères de grippe. On commence par une patiente de 42 ans qui est une patiente qui n'a aucun antécédent médico-chirurgical particulier. Elle a un surpoids, même une obésité assez franche, et elle développe à la fin du mois de janvier ce qu'on appelle un syndrome pseudo-grippal, c'est-à-dire une toux, de la fièvre, et puis va se rajouter une dyspnée à ce tableau. Alors elle va aller voir son médecin traitant qui va lui prescrire des antibiotiques, Orelox, des corticoïdes, et puis ensuite de l'augmentin pendant quelques jours parce que tout ça ne s'améliore pas. Et finalement, le 13 février, elle consulte aux urgences de l'hôpital pour une majoration de sa dyspnée qui devient très invalidante. Et en effet, quand elle arrive aux urgences, elle est assez inquiétante sur le plan clinique. Elle est fébrile à 40. Elle a une saturation en oxygène qui est de 82% en air ambiant, ce qui fait qu'elle est admise immédiatement en réanimation. Les gaz du sang qui vont être réalisés à l'admission retrouvent une hypoxémie très importante puisque sa PO2 est de 93 mm de mercure, malgré une oxygénation avec une fraction en oxygène inspirée de 100%. On va rapidement débuter un traitement anti-infectieux avec des antibiotiques, céfotaxime, spiramycine, et on va mettre un inhibiteur de neuraminidase de façon probabiliste parce qu'on est au mois de février et qu'on sait qu'il y a beaucoup de grippe qui circule. La radiographie thoracique retrouve des opacités alvéolaires bilatérales. Et donc le tableau clinique que présente cette patiente, c'est celui du syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui est une entité radioclinique dont vous avez probablement beaucoup entendu parler, que nous, cliniciens, on définit de manière très simple, avec une définition qui réunit les critères suivants, qui sont utilisables immédiatement au lit du malade. C'est pour ça que cette définition a été faite. Il y a 4 critères. Le timing, il faut que ce soit un tableau respiratoire qui soit aigu, qui survienne en moins de 7 jours. Il faut que l'imagerie thoracique retrouve des infiltrats pulmonaires bilatéraux. Il faut que l'œdème pulmonaire ne soit pas expliqué uniquement par une origine cardiogénique, sinon ça s'appelle un œdème aigu du poumon cardiogénique, ça n'a rien à voir avec le SDRA. Et puis il faut que l'oxygénation du patient soit très altérée. Et là on définit 3 catégories de SDRA, léger, modéré, sévère, j'essaie d'utiliser le pointeur, léger, modéré, sévère, selon que le rapport PaO2 rapporté à la fraction inspirée d'oxygène est entre 200, 300, 100, 200 ou moins de 100. Moins de 100, ça définit le SDRA sévère. Bien sûr, dans la réalité, ça c'est une définition anatomoclinique et vous savez que le SDRA, c'est un syndrome qui a une physiopathologie qui est extrêmement complexe. Je vous renvoie à cette revue de littérature qui date un peu mais qui est vraiment très bien faite. Et donc sur le plan physiopathologique, c'est une agression à la fois du côté épithélial alvéolaire du poumon, mais également une part d'agression endothéliale. S'y ajoute une agression mécanique, parce que ce sont des patients qui vont rapidement se retrouver sous ventilation artificielle. Et donc, il y a plein de composantes physiopathologiques. Il y a une altération de la perméabilité de la barrière alvéolo-capillaire, une infiltration par des cellules mononucléées, principalement des polynucléaires neutrophiles, une réaction inflammatoire pulmonaire intense, une atteinte microvasculaire, j'en ai parlé, une inactivation quantitative et qualitative du surfactant, une perturbation des mécanismes physiologiques de résorption de l'œdème pulmonaire. Le SDRA, c'est tout ça. Et encore une fois, en clinique, on utilise la définition précédente, radioclinique, qui est très simple. Alors on fait rapidement des examens microbiologiques à cette patiente. Elle a une PCR nasopharyngée qui est positive à grippe A.
elle a des hémocultures qui sont négatives, on fait un prélèvement respiratoire profond qui va être négatif à la fois à l'examen direct et en culture, une antigénurie pneumocoque qui est négative, une sérologie VIH qui est négative, un dosage de procalcitonine, on y reviendra, qui est positif, supérieur à la norme de cette valeur biologique. Alors, la prise en charge initiale est celle d'un SDRA sévère, donc cette patiente va être ventilée invasivement. On va optimiser la ventilation mécanique, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un aspect qui est majeur dans la prise en charge de ces patients. On va mettre en place une modalité un peu particulière qui s'appelle le décubitus ventral. Vous voyez une photo d'un patient qui n'est pas la patiente dont je parle, un autre patient qui est mis en décubitus ventral. C'est un traitement qui permet à la fois d'améliorer l'oxygénation dans les formes de SDRA les plus sévères et qui est l'une des seules mesures qui permet d'améliorer la mortalité du SDRA. Et vous voyez ce papier publié quand même dans le New England Journal of Medicine qui montre une différence de mortalité dans un essai randomisé contrôlé entre les patients SDRA qui étaient mis en décubitus ventral par rapport aux autres. Donc c'est un vrai traitement du SDRA. Malgré ce traitement, il y a également des données sur grippe grave et décubitus ventral. Ces données étant justifiées par le fait que le décubitus ventral est devenu vraiment un standard of care pour le SDRA. Donc vous voyez là des données très récentes, c'est une série publiée là, il y a quelques semaines, d'une cohorte de SDRA grippo à Taïwan, 65 patients, une mortalité de 30%, et de manière intéressante, on voit que chez ces patients qui ont tous été traités par du décubitus ventral, les facteurs associés à la mortalité sont des facteurs qui reflètent à la fois la gravité initiale de la pneumonie par ce score, les défaillances extrapulmonaires, le besoin de dialyse, et la driving pressure ou pression motrice qui reflète l'altération mécanique du poumon, l'altération de la compliance du poumon. Donc chez notre patiente, malgré la mise en décubitus ventral, un tableau d'hypoxémie réfractaire s'est installé avec, vous voyez, une PO2 à seulement 55 mm de mercure malgré une ventilation en oxygène pur. Et donc on a dû mettre en place une circulation extracorporelle, ce qu'on appelle une ECMO, véno-veineuse. Alors c'est quoi l'ECMO? Vous en avez entendu parler également probablement. L'ECMO, donc, c'est une circulation extracorporelle qui peut être soit véno-veineuse dans les SDRA graves, quand seul le poumon est malade, et puis véno-artérielle dans d'autres maladies, quand le cœur est malade. Le principe de l'ECMO véno-veineuse, c'est qu'on va placer une canule avec un abord veineux fémoral, donc une longue canule qui va aller jusqu'à l'oreillette droite, ce qu'on appelle la canule d'admission ou canule de décharge, qui va aspirer le sang veineux désaturé, l'aspiration étant assurée par un moteur qui est ici, qui va diriger le sang vers un oxygénateur extracorporel, lequel sang va être réinjecté au malade dans la veine cave supérieure par le biais d'une canule jugulaire interne. Et donc ce sang oxygéné de façon extracorporelle par la machine, qui arrive dans la veine cave supérieure, va revenir dans l'oreillette droite et va suivre son chemin normal, ventricule droit, artère pulmonaire. Il va passer dans le poumon sans être oxygéné parce que le poumon est très malade, et il va arriver du côté systémique oxygéné. D'accord ? Donc l'ECMO, c'est vraiment le traitement de support maximal de ces SDRA dans les formes les plus sévères. Et pour illustrer ça, vous voyez la radio de thorax de notre patiente, donc il n'y a pas besoin d'être un fin sémiologue pour comprendre qu'elle a une consolidation pulmonaire complète. Son poumon n'est plus qu'un bloc de condensation alvéolaire. Il n'y a plus aucun territoire qui est accessible à la ventilation. Donc là, elle est à ce stade totalement dépendante de la circulation extracorporelle. Et l'ECMO, vous savez que c'était un peu un marqueur emblématique de cette pandémie grippale de 2009. Et je vous mets en exemple le papier du JAMA de la cohorte néo-zélandaise et australienne, avec la première description de cohorte de grippe AH1N1 mise sous ECMO. Vous voyez une radio de thorax à gauche qui ressemble à celle que je viens de vous montrer. Puis là, c'est la même chose, sauf que c'est un scanner en coupe frontale. Et donc, quand vous regardez lors de cette épidémie de l'hiver 2009 dans l'hémisphère sud, vous avez ici le nombre de patients, 5, 10, 15 en ordonnée, sous ECMO à différents jours du mois de juin, juillet, etc., c'est-à-dire l'hiver austral. Et donc, vous voyez une augmentation
massive du recours à l'ECMO qui illustrait, on va dire, la gravité de cette pandémie, avec une mortalité qui est finalement pas si élevée que ça, de 21%. Un patient sur 5, c'est beaucoup, mais pour des patients de cette gravité, ça n'est pas tant que ça. Et puis il y a également une cohorte française, puisque en 2009, les réanimations françaises se sont coordonnées autour d'un réseau qui s'appelle REVA, le réseau de ventilation artificielle, qui a mis en place un registre prospectif des cas de grippe admis en réanimation. Et donc on a pu colliger à l'époque 123 patients qui avaient été mis sous ECMO, qui avaient une mortalité, vous voyez, 36%, un peu plus élevée que chez les patients de l'hémisphère sud. Et quand on regardait chez ces patients sous ECMO les variables associées à la mortalité, on retrouvait un peu le même signal que sur les patients taïwanais mis en décubitus ventral, à savoir la première variable associée au décès, c'était la pression de plateau, qui est un reflet de l'altération de la mécanique du système respiratoire, c'est-à-dire de la perte de ventilation du poumon. Plus elle était élevée, plus les patients avaient tendance à mourir. Et les lactates artériels, qui reflètent le retentissement systémique de la maladie, étaient également associés à un pronostic péjoratif. Donc chez notre patiente qui est désormais sous ECMO, ventilée avec une ventilation dite protectrice, on poursuit, et dont on sait désormais qu'elle a une grippe A, on poursuit une antibiothérapie par céfotaxime, on arrête la rovamicine, et puis on maintient un traitement par oseltamivir. Alors les questions qu'on peut se poser à ce stade, c'est est-ce qu'il faut maintenir une antibiothérapie, étant donné qu'on a documenté la grippe A avec les prélèvements microbiologiques qui sont négatifs? Si oui, laquelle? Et faut-il le faire, même en l'absence de documentation microbiologique initiale? Alors, les données dont on dispose pour répondre à cette question sont, vous le savez, que la grippe fait le lit de co-infections bactériennes, en particulier dans les formes les plus graves. Et vous voyez dans cette cohorte américaine de plus de 600 patients qui étaient admis en réanimation avec une grippe, 30% de ces patients avaient une co-infection bactérienne documentée, les germes qu'on retrouve étant le staphylocoque doré dans 3/4 des cas et le pneumocoque dans 1/4 des cas. Donc un tiers des patients ont une co-infection bactérienne qui est documentée. Alors mais chez nous, la culture était négative, mais on était un petit peu ennuyé parce que la patiente avait reçu des antibiotiques avant, ce qui a pu négativer les cultures. Donc, on peut utiliser des biomarqueurs comme la procalcitonine pour essayer de distinguer parmi les patients qui ont une grippe A sévère, ceux qui ont uniquement une pneumonie virale de ceux qui ont également une co-infection bactérienne. Et vous voyez que la procalcitonine est un biomarqueur intéressant avec des niveaux qui sont très significativement supérieurs chez les patients qui ont également une co-infection bactérienne. Et quand on fait une courbe ROC, vous voyez que l'air sous la courbe est assez bonne, de l'ordre de 0,9 en faveur de la PCT, la CRP étant un peu moins bonne. Puis ces données-là ont été même vérifiées dans une méta-analyse qui rassemblait 5 études, et on retrouvait une air sous la courbe un peu moins bonne que dans l'étude précédente. Mais en tout cas, on peut dire que la procalcitonine peut être utile aux cliniciens pour décider s'il faut mettre des antibiotiques ou non. Dans le cas de notre patiente qui avait premièrement reçu des antibiotiques en ville, deuxièmement qui avait la forme la plus grave de grippe, et troisièmement, malgré des prélèvements négatifs, je veux dire, on a laissé du céfotaxime pendant 7 jours pour couvrir le pneumocoque et le staph doré. Alors, concernant le traitement antiviral, comment faut-il le conduire? Quelle molécule? Quelle dose? Combien de temps? Il y a des recommandations de la Société de pathologie infectieuse de langue française. Il faut débuter le plus précocement possible. Le maximum de données sur le bénéfice des inhibiteurs de neuraminidase, c'est quand on les administre dans les 48 heures des premiers symptômes grippaux. Et la dose qui est recommandée, c'est celle-ci, c'est une dose unique de 75 mg 2 fois par jour pendant au moins 5 jours, plus chez certains malades. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des données sur le bénéfice de ces traitements antiviraux, elles proviennent de patients de ville. Il y a eu des essais randomisés contrôlés qui montrent bien que l'oseltamivir réduit la durée des symptômes, permet de négativer le prélèvement viral plus rapidement quand on le donne que quand on ne le donne pas. Mais il n'y a pas de données contrôlées chez les patients les plus graves de réanimation. Donc,
Les données dont on dispose chez ces patients-là sont finalement des données observationnelles qui vont néanmoins toutes dans la même direction, qui est celle d'un bénéfice à un traitement précoce à l'oseltamivir. Vous voyez ici une première étude espagnole où le fait d'administrer un traitement précoce par oseltamivir était protecteur en analyse multivariée. Et puis en dessous, des données plus récentes d'une étude française qui retrouve exactement les mêmes résultats avec, vous voyez, un odds ratio très protecteur lorsqu'on administrait précocement l'oseltamivir. Donc voilà, je pense qu'il n'y a aucun clinicien qui ne donnerait pas d'oseltamivir en prétendant qu'il n'y a pas suffisamment de données. On a des données de médecine de ville, on a des données, on va dire, virologiques, et puis on a des données observationnelles chez les patients les plus graves, tout ça allant dans le sens du traitement précoce. Le dosage, c'est une question compliquée. Chez les patients de réanimation, parce que vous savez peut-être que l'oseltamivir n'existe que par voie orale, donc c'est toujours un problème chez les malades de réanimation, on ne sait pas bien quelle est la qualité de leur absorption digestive. Il n'empêche qu'il y a des données pharmacologiques chez des patients de réanimation où l'oseltamivir a été dosé de façon séquentielle dans le plasma, et les taux qui étaient obtenus étaient largement supérieurs aux concentrations efficaces. Donc a priori, à ces doses-là, on est censé obtenir des concentrations plasmatiques correctes. Et notre patiente a finalement évolué favorablement. Alors elle a fait un épisode fébrile à J7. On a recontrôlé la PCR grippe sur un lavage alvéolaire, elle était négative. Cet épisode fébrile était en rapport avec une pneumonie acquise sous ventilation mécanique à Klebsiella, mais finalement on a pu la décanuler, c'est-à-dire retirer l'ECMO à J12, l'extuber à J18, et elle a récupéré de manière complète sur le plan fonctionnel. C'est donc le versant, on va dire, le bon scénario du SDRA grippal. Un autre patient qui a une évolution un petit peu moins favorable, un patient de 58 ans, qui avait d'une part un diabète de type 2 et une hypertension artérielle, et d'autre part une insuffisance rénale chronique qui était terminale, raison pour laquelle il a été transplanté en novembre 2017 dans l'hôpital dans lequel je travaille. Les suites post-opératoires immédiates étaient simples, avec un retour à domicile à J10 du patient, avec bien sûr un cocktail immunosuppresseur, corticoïde, mycophénolate mofétyl et puis tacrolimus. Patient donc très immunodéprimé. Quelques jours après le retour au domicile, il développe une dyspnée, une toux, une diarrhée qui le conduit à consulter aux urgences le 21 décembre. Il est en détresse respiratoire aiguë, il a 85 de saturation en air ambiant, il a besoin d'une oxygénothérapie importante, il a des crépitants à l'auscultation pulmonaire, il est, comme vous le voyez, apyrétique. La radio de thorax à l'admission aux urgences est la suivante, elle retrouve ce qu'on appelle un syndrome interstitiel, vous voyez, il y a des infiltrats diffus, sans perte d'aération majeure du tissu pulmonaire, par opposition à la patiente qu'on a vue juste avant. Et quand on regarde le scanner thoracique de ce patient, il y a différents types de lésions scanographiques. Là, on a de la condensation alvéolaire, les zones blanches ici. On a des zones un peu grisées qu'on appelle du vert dépoli. Et c'est à peu près tout ce qu'on voit sur ce scanner. Le tout étant compatible avec de nombreuses étiologies, plutôt infectieuses vu le contexte, chez ce patient immunodéprimé. On va débuter une antibiothérapie probabiliste par tazocilline, ofloxacine et cotrimoxazole, réaliser des prélèvements microbiologiques qui seront négatifs, mis à part une PCR pour la grippe A qui revient positive dans le lavage broncho-alvéolaire. Je ne rentre pas dans le détail des autres prélèvements. On va poursuivre le traitement anti-infectieux en maintenant une bêta-lactamine, pour les raisons qu'on a dites précédemment sur les co-infections bactériennes, et en introduisant de l'oseltamivir. L'évolution est défavorable avec une nécessité d'intubation orotrachéale le 27 décembre et l'évolution vers un tableau de SDRA et de choc septique. Malgré le traitement mis en place, à J7 de l'intubation et du traitement, on refait un scanner thoracique car l'évolution est défavorable et vous voyez que apparaissent des bronchectasies, c'est-à-dire des dilatations des bronches qui témoignent d'une évolution fibrosante de la maladie pulmonaire.
et puis des lésions excavées qui font évoquer un certain nombre de complications infectieuses chez ce malade fortement immunodéprimé. La question, c'est, devant un SDRA grippal d'évolution défavorable, est-ce qu'il y a un bénéfice à introduire une corticothérapie pour améliorer la fonction pulmonaire? Alors, il y a eu un peu une controverse avec des données discordantes. La réponse, c'est probablement non, avec notamment une étude importante qui vient d'être publiée sur une très large cohorte prospective qui incluait 148 réanimations et plus de 1800 patients. Et vous voyez qu'avec une analyse statistique robuste, en ajustant sur la plupart des facteurs confondants liés à la sévérité des patients, eh bien la mortalité était supérieure de 27% chez les patients qui recevaient des corticoïdes versus 19% chez les patients qui n'en recevaient pas. Donc je crois que cette étude clôt le débat sur la place de la corticothérapie dans les grippes graves. Donc on a un SDRA réfractaire chez un patient immunodéprimé qui donc a le droit d'avoir plusieurs infections à la fois, et de fait, on va documenter une aspergillose pulmonaire invasive qui va justifier des traitements antifongiques. Probablement ça explique les images excavées qu'on a vues sur son scanner thoracique. Et puis, on va quand même contrôler au bout de plusieurs jours de traitement par oseltamivir le prélèvement grippal sur un nouveau lavage broncho-alvéolaire. Et vous voyez qu'à J15 de traitement, la PCR grippa reste positive. Ce qui nous inquiète parce que le malade va très mal et donc on rentre en contact avec nos collègues ici présents du CNR Grippe à Pasteur. On décide de mettre ce patient sous un autre antiviral qui est le zanamivir et de rechercher la mutation de résistance à l'oseltamivir dont la présence sera confirmée sur un prélèvement réalisé le 11 janvier. L'évolution, malgré la modification du traitement antiviral, est défavorable, avec des infections sous ventilation mécanique, des déférences d'organes qui ne s'améliorent pas, et finalement un décès du patient au bout de 28 jours de réanimation et de prise en charge de cette grippe. Alors, concernant l'excrétion virale prolongée qu'avait ce patient, c'est quelque chose qui est décrit dans la littérature, avec quand même une certaine association avec le terrain des patients. Et vous voyez que dans ce travail dans lequel les auteurs recherchaient sur des patients qui avaient une grippe et qui étaient hospitalisés, donc quand même des grippes d'une certaine gravité, les facteurs associés à la persistance d'une excrétion virale à J7, eh bien, le fait d'être sous corticoïdes était un facteur de risque documenté, comme notre patient. Et lorsqu'on regarde dans une autre étude la prévalence de l'excrétion virale prolongée chez des patients de réanimation, vous voyez que 25% des patients ont une excrétion virale qui est toujours détectée à J7, et les facteurs qui sont associés à cette excrétion virale prolongée sont le recours à la ventilation mécanique, c'est-à-dire les patients qui sont les plus graves, et là encore, l'immunosuppression. Donc ces données sont assez concordantes avec le cas clinique de notre patient. Et donc, juste pour conclure, parce que j'ai été un peu long, je crois, ce patient a amené à une collaboration avec les différents membres du CNR Grippe qui sont présents dans cette salle, dont je me réjouis et qui nous a permis de faire une étude sur l'épidémie hivernale qui vient de précédente. Et donc on a contacté des réanimateurs dans 11 réanimations. On leur a demandé d'envoyer à Pasteur les prélèvements des patients qui avaient un SDRA persistant après au moins 5 jours d'oseltamivir. Et donc vous voyez qu'on a pu réunir une vingtaine de souches de patients qui avaient un SDRA persistant avec une excrétion virale persistante. Donc vous avez compris que c'était des patients particulièrement sévères. Et parmi ces 22 patients, on en retrouve 5 chez lesquels, dont le patient dont je viens de vous parler, chez lesquels on retrouve cette mutation H275Y de résistance à l'oseltamivir, et 17 qui n'ont pas la mutation. Et de manière intéressante, quand on regarde
l'évolution du nombre de cycles de PCR nécessaires pour détecter l'ARN du virus, eh bien, vous voyez que chez les patients qui ne vont pas développer la mutation, entre le premier, ici en blanc, et le deuxième prélèvement, le nombre de cycles de PCR augmente, donc la charge virale a baissé, alors que chez les patients mutés, il n'y a pas de différence de charge virale. Et quand on compare entre les non mutés ici et les mutés, le deuxième prélèvement, eh bien, il y a une différence de charge virale qui est très significative. Donc ceux qui sont mutés ont beaucoup plus de virus présents dans le prélèvement, ce qui se conçoit. Donc pour conclure, on a vu que le SDRA grippal était quand même une maladie extrêmement grave, avec 30% de mortalité globalement, quand on est au stade du SDRA. La prise en charge est complexe parce qu'elle associe des soins de support qui ont un réel impact sur l'évolution et le pronostic du patient, comme le décubitus ventral dont je vous ai parlé. Il y a pas mal de questions qui ne sont pas toutes résolues, qui tournent autour de la conduite du traitement antiviral, le type de molécule, la dose, la voie d'administration, la durée du traitement. Il y a tout de même une accumulation de données au cours des dernières années qui suggère que les inhibiteurs de neuraminidase sont bénéfiques même dans cette population de patients, que les corticoïdes, on l'a vu, sont délétères. Les axes de recherche pour ces patients de réanimation concernent, je crois, la stratégie de traitement, donc la durée du traitement. Est-ce qu'il faut traiter plus longtemps les patients qui ont une excrétion virale prolongée? Est-ce qu'il faut conserver la même molécule, changer pour une autre molécule? Et puis, l'identification de facteurs de risque de survenue de cette mutation de résistance à l'oseltamivir pour dépister précocement les patients qui sont à haut risque et peut-être rechercher la mutation sans tarder afin de pouvoir modifier le traitement si nécessaire. Merci beaucoup pour votre attention.